L'automne est bien entamé, il commence à faire froid, les feuilles tombent et l'Halloween approche. Et quoi de mieux, lorsque l'Halloween approche, que d'écouter des films d'horreur? Et quoi de mieux, niveau film d'horreur, que des films horreurs italiens des années 70 et 80? C'est ce que je me disais avant d'écouter Phantasm, jusqu'à ce que, à peu près aux trois quarts du film peut-être, je réalise que c'était pas un film italien. Phantasm est un film américain d'horreur des années 70 et j'y ai pas cru pendant pratiquement tout le film. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en revisitant Phantasm, que j'avais déjà vu une fois en croyant tout du long que c'était un film italien. Et donc voilà, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce film-ci, puis j'espère que je vais vous donner envie de le revoir ou de le voir pour une première fois si vous n'avez pas encore vu ce classique du cinéma d'horreur des années 70. Donc voilà, je suis un peu embarrassé de le dire, mais je trouve que c'était une belle introduction. Phantasm, c'est pas un film italien, puis probablement que ce qui m'a mélangé, c'est que son réalisateur s'appelle Don Coscarelli, ce qui clairement est un nom italien, mais pourtant le bonhomme en question, c'est un Américain, pas né en... je crois qu'il est né en Libye ou quelque chose de même. Il n'y a rien à voir avec l'Italie. Pourtant, Phantasm, c'est vraiment un film qui a cet aspect-là onirique, un peu cheesy des années 70, qu'avaient les films italiens de cette époque-ci. Et en plus de ça, il y a une super bonne trame sonore qui sonne vraiment comme un film italien qu'on aurait pu voir à la même époque, tu sais, mettons de Lucio Fulci ou de Dario Argento, qui ont toujours ces trames sonores-là très envoûtantes, avec un aspect un peu prog rock. Et donc, Phantasm a tous ces éléments-là qui, au final, font très cinéma italien, mêlé avec une histoire qui ne fait aucun sens. Mais pour les Italiens, c'est pas important. Et dans le cas de Phantasm non plus, c'est pas important. Mais donc voilà, tout ça pour dire que c'est un film américain et je vais en parler adéquatement cette fois-ci. Et donc voilà, Phantasm, c'est l'histoire d'un jeune garçon dont le nom m'échappe présentement, qui vit avec son grand frère qui est à sa garde puisque leurs parents sont morts quelques années auparavant. Et ce jeune garçon-là va à des funérailles, pas de ses parents, mais d'un ami de lui et de son frère. À cet enterrement-là, il découvre que le corps de la personne qui se fait enterrer n'est pas mis en terre lorsque tout le monde est parti. Lui, il reste là, il l'observe au loin, puis il découvre qu'il y a cet homme mystérieux, très grand, avec des cheveux gris un peu longs, qui prend le cercueil et au lieu de le mettre en terre, il fait vraiment simplement le prendre tout seul comme ça et il le remet dans le corbillard. Et au final, il découvre que et ça, c'est un peu plus tard dans le film, là, donc je vais divulgacher quelques éléments, mais c'est pas des éléments si importants, puis de toute façon, l'histoire ne fait aucun sens, donc je crois pas que je vous enlève grand-chose à l'expérience, mais les corps des gens qu'il n'enterre pas, il les prend et il les transforme en des espèces de nains qui ressemblent à des Jawa dans Star Wars, qui l'amènent sur une planète autre à l'aide d'un portail dans des espèces de barils. Ça devient vraiment étrange. Ça devient vraiment étrange et ça fait aucun sens. Mais ce qui est important dans cette histoire-là, c'est plutôt que notre personnage principal invente toute cette histoire-là et invente des scènes d'action rocambolesques pour passer au travers du deuil de ses parents. Puis, plus tard on le saura, c'est aussi en lien avec d'autres problèmes psychologiques que cette fois-ci je ne dévoilerai pas. Mais voilà, il invente toute cette histoire-là pour s'échapper en quelque sorte de sa vie réelle, qui est la vie classique d'un Américain qui est terriblement triste, qui est terriblement plate surtout. Puis voilà, il se sauve de ça et il se sauve également du fait qu'il est en train de grandir et de découvrir que la vie adulte est pas aussi joyeuse qu'il pourrait le croire au départ. Et donc c'est une espèce de film initiatique où on voit voilà, la fantaisie de ce jeune garçon-là. Et c'est assez bien amené. Disons que le genre horrifique est parfait pour cette histoire-là. On l'avait vu avec Something Wicked This Way Comes, qui est, je crois, La Foire des Ténèbres en français, un roman de Ray Bradbury, dans lequel, justement, on parle un peu de cette... comment dire, de la peur de grandir. Cette fois-ci, c'est plus avec des jeunes adolescents. Là. Lui, il est... Ouais, c'est pas mal le même âge, mais donc,
La peur de grandir est traitée dans la même optique, si on veut. Il y a quand même des rapprochements à faire entre le film Phantasm et le roman de Ray Bradbury, parce que justement c'est apporté avec la même sensibilité, dans le même optique horrifique, si on veut. Et ça fonctionne très bien, autant dans le livre que le film dont je parle. Puis d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Don Coscarelli, à la base, il voulait faire une adaptation de Something Wicked This Way Comes, mais à la place, il a fait le film dont il est question maintenant. Donc, ça vient pas de nulle part. On sent vraiment l'inspiration. Puis parlant d'inspiration, petite tangente, mais la similarité avec Star Wars, des fois, est assez frappante, un peu choquante. On voit bien que c'est un film qui a été fait 2 ans après la sortie de Star Wars, puis Star Wars, premier du nom, étant le gros, la météorite culturelle qu'elle a été, ben, il y a eu beaucoup d'influence sur ce film-ci. Donc, je pense notamment à la Dune's Cantina. Donc, bon, c'est une petite référence comme ça qui est dans le film, qui fait sans doute penser à la cantina de Star Wars. Je pense aussi à cette espèce de boule de métal qui attaque les gens puis dévore leur visage, qu'on voit plus au début du film, qui fait vraiment penser à je sais pas comment ça s'appelle, mais l'espèce de boule d'entraînement qu'utilise Luke dans Star Wars 4. Et en plus de ça, il y a les Jawa, les espèces de petits nains encapuchonnés dont j'ai parlé tout à l'heure. Le parallèle est vraiment facile à faire. Là. On le voit tout de suite que c'est le même concept visuel. Et donc, il y a ce parallèle-là à faire entre Star Wars et Phantasm aussi. Et en plus de ça, il y a aussi un lien à faire avec Dune, qui cette fois-ci est encore plus ridicule et encore plus clair. Dans une scène où le jeune garçon, c'est encore une scène au début du film, là, donc je divulgage rien d'important. Le jeune garçon va voir une espèce de voyante, en tout cas une vieille dame qui est censée le conseiller. La vieille dame lui fait mettre sa main dans une boîte et il peut pas enlever sa main. Et la boîte lui fait ressentir de la douleur qui, au final, on découvre, est factice. Et face à ça, la vieille dame lui dit que fear kills the mind, qui évidemment fait penser à Fear is the Mind Killer. Donc, la référence à Dune est un peu plus... bon, c'est gratuit, là. Ça fait pas vraiment de sens, mais tout le film fait pas de sens, donc pourquoi pas. Mais donc, au-delà des références aux différents films et aux différentes œuvres littéraires dont il est question dans Phantasm, bien, le scénario, à la base, est très, très diversifié. Puis bon, diversifié, c'est une façon gentille de dire que le film il s'éparpille partout. Okay? Il y a plein de scènes d'action qui font pas vraiment de sens. Il y a plein de décors différents qu'on nous montre qui, au final, sont pas si bien connectés entre eux. Et donc, c'est ça, les scènes se succèdent, puis ça fait pas tant de sens, mais le fait que ça ne fasse aucun sens a quand même une certaine logique dans le cadre du film, puisqu'au final, on découvre que c'est une fantaisie créée de toutes pièces par notre personnage principal. Et donc, que ça fasse du sens ou pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que il soit capable de s'évader pendant pendant 1 heure et demie dans cette histoire d'action rocambolesque dans laquelle il est le héros et il réussit à s'enfuir du grand méchant loup, le boogeyman de 6 pieds et quelques qui prend des cadavres pour les transformer en Jawa. Et d'ailleurs, parlant de ces scènes d'action-là, ça fait penser un peu, en tout cas c'est le rapprochement que moi j'ai fait, là, mais ça fait penser un peu à Tintin. C'est comme des scènes d'action où notre personnage principal réussit à se sauver grâce à des petits tours de passe-passe enfantins, si on veut. Enfin, c'est pas réaliste d'une façon qui est simpliste. C'est le moyen qu'utiliserait un enfant pour se sauver d'une situation. Et donc, voilà, c'est quand même... c'est un film qui a un certain charme. Puis, même si je faisais le rapprochement avec les films d'horreur italiens de l'époque, je pense que c'est pas autant un nanar que ça. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont réussis dans ce film-là, qui n'auraient pas été réussis dans un film italien, ou en tout cas dans un nanar comme il y en a eu tellement à cette époque. C'est quand même un film qui est bien filmé, avec des décors qui sont très beaux, un aspect visuel qui est vraiment
quand même recherché pour un film d'horreur de l'époque. Puis bon, même si le jeu d'acteur est pas toujours au rendez-vous, on va pas se le cacher, même le Tallman, le méchant de l'histoire, certains apprécient beaucoup ce personnage-là, mais moi personnellement je trouve qu'il est vraiment mal joué. C'est un bon casting visuellement, mais du moment où l'acteur qui joue ce personnage-là doit jouer, ben, il a tout de suite l'air d'un méchant très caricatural. Ça fait un peu partie du jeu, mais en tout cas personnellement ça m'a sorti de l'histoire. Mais bon, outre le jeu d'acteur, comme je l'ai dit, une bonne trame sonore, un montage étonnamment réussi qui parvient à nous faire ressentir quand même pas mal de tension. Ça fonctionne quand même très bien là, pour un film de 1979. Un montage qui est vraiment réussi, des décors qui sont très forts, un sous-texte qui est quand même intéressant. Donc selon moi, c'est quand même un film qui est réussi, qui mérite d'être regardé bien plus que le serait la plupart des films italiens des années 70. Donc j'en disais du bien là, au départ de cette critique, mais pour vrai, Phantasm, c'est une coche au-dessus. Là. Ça fonctionne plutôt bien. Est-ce que c'est un classique comme l'a été, mettons, Nightmare on Elm Street ou encore, je sais pas, Hellraiser? Non. C'est pas tout à fait le même genre, évidemment, mais c'est quand même des œuvres qui sont similaires. Puis Phantasm, c'est pas autant un classique. Il n'y a pas eu une marque autant importante que ces films-là sur la sphère horrifique des années 80, 70 un peu. Mais il en demeure pas moins que c'est un film qui est respectable et qui est assez bon, puis qui réussit quand même à dire quelque chose sur le sujet dont il est question, donc tout ce qui est les thèmes du deuil, puis aussi du passage de l'enfance à l'âge adulte, de l'enfance à l'adolescence. Mais donc voilà, c'est pas mal ce qui conclut ma critique de Phantasm. J'espère que vous l'avez apprécié. La semaine prochaine, je pense, ça sera le 28 septembre. J'ai une vidéo, un essai sur un roman de Stephen King et ça va être assez spécial. J'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans et donc j'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine. Mais donc en attendant, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que je vous aurai donné le goût d'écouter Phantasm. Alors voilà, merci beaucoup.